Bonjour à tous, merci de m'avoir introduit. Donc, oui, je m'appelle Jean-Philippe Leclerc, je suis étudiant au doctorat en génie mécanique à l'EPS. Je travaille sur un projet qui vise la décarbonation de l'industrie lourde, de l'industrie énergétique, par le biais de l'impression 3D de matériaux composites biosourcés, donc qui intègrent de la fibre de bois. C'est réalisé sous la supervision du professeur Lucas Seff et la professeure Nicole Desmarquettes, qui sont deux professeurs de l'École de technologie supérieure au département de génie mécanique. Et c'est un projet qui est réalisé en collaboration avec l'entreprise Siemens Energy. Donc, je commence en parlant du contexte avant d'adresser les solutions. Je précise que c'est un projet qui est en phase de démarrage. Donc, moi, je suis au tout début de mon doctorat. C'est pas une présentation qui va être axée sur les résultats, mais plutôt sur le cadre conceptuel que j'essaie de réaliser dans les prochaines années. D'abord, j'aimerais attirer votre attention sur une courbe, celle de gauche, en fait, qui est l'enjeu de la constance des énergies renouvelables. L'idée de cette diapositive-là, c'est d'illustrer un phénomène qu'on appelle Dunkelflaut de nos collègues allemands, qui représente en fait un manque à gagner ou une inadéquation entre ce que les énergies renouvelables ont à nous offrir et la demande du réseau qui, elle, est plutôt constante. Donc, la courbe du haut en cyan ou en turquoise, c'est la demande. On voit que ça oscille, mais que c'est globalement constant. Il y a une demande à tous les jours. Et en bas, ce qu'on voit, c'est les courbes qui représentent la capacité de l'énergie renouvelable à fournir cette demande-là. Là, dans cet exemple-là, qui illustre le mois de janvier en 2023 en Allemagne, on voit que vers la fin du mois, il y a quand même une grosse section ici où il y a un gros manque à gagner, finalement, que les énergies renouvelables n'arrivent pas à fournir tout ce qui est demandé par le réseau. Pour éviter une panne, ça met un peu en lumière l'importance des sources alternatives ou des énergies qui sont plus traditionnelles, bien que l'idée, ce soit éventuellement d'avoir un avenir qui est composé uniquement d'énergie renouvelable. Le deuxième graphique qu'on a à droite, plus qui met en évidence, ou que j'essaie de présenter avec ça, c'est en fait c'est que l'apport du thermique des énergies issues des turbines à gaz, notamment, va réduire dans le temps, mais ça reste une part, la prévision, c'est que ça reste une part non négligeable, au-dessus de 40 encore en 2035. Donc, ces énergies-là ont leur rôle à jouer encore pour plusieurs années. Donc, l'idée, c'est de travailler sur la décarbonation de ces énergies-là, étant donné qu'on va continuer de les utiliser pendant un certain moment encore. Ici, j'essaie de mettre en évidence qu'il y a des différents types d'installations. En fait, c'est que ces turbines à gaz-là peuvent être utilisées dans différents contextes. Ça peut être utilisé en bleu, j'essaie de montrer que c'est en support au réseau. Donc, j'ai identifié des points sur la carte aussi. Pour donner des exemples en Amérique du Nord, il y a par exemple à Toronto et puis en Californie qu'on retrouve des turbines à gaz qui sont liées au réseau de génération d'énergie principal. Ensuite, pour des sites isolés comme des mines, on a les sables bitumineux en Alberta, à Fort McMurray, mais aussi la mine de Dead Horse en Alaska, qui sont des sites qui utilisent des turbines à gaz. En fait, enfin, il y a les installations extra-côtières. On a l'exemple du golfe du Mexique où il y a des sites qui utilisent des turbines à gaz également. Donc, ça appuie le point que c'est une technologie qui est utilisée. On peut la démoniser, mais sinon, on peut accepter que ça fait partie encore de notre quotidien pour un petit moment et travailler sur des solutions pour mitiger son impact. J'essaie d'adresser l'angle mort, en fait, dans cette technologie-là. Le but de mon projet, c'est de travailler sur les enveloppes de ces turbines-là. C'est qu'en fait, le secteur industriel, ça représente environ 30 des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Et puis, ça consomme, c'est 37 grosso modo, de la consommation d'énergie à l'échelle mondiale également. Donc, c'est des chiffres qui sont quand même non négligeables. Et puis, il y a beaucoup de travail qui a été fait sur l'amélioration du moteur, c'est-à-dire les turbines en tant que telles. On a eu des développements dans les années récentes afin que ces turbines-là puissent fonctionner avec des énergies ou des gaz qui sont plus propres, même avec une part d'hydrogène, par exemple. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait à ce niveau-là. Mais par contre, il y a beaucoup de systèmes qui sont autour de ces turbines-là, qui sont essentiels pour leur fonctionnement, qui sont moins des engins de haute précision ou performance. Donc, on parle des éléments d'emballage, pas emballage pour le transport, mais bien l'emballage pour l'utilisation. Donc, l'enceinte, la boîte qui peut accueillir les filtres à air, par exemple, et puis qui peut accueillir d'autres composants qui sont essentiels pour le bon fonctionnement de la turbine. Ces éléments-là, traditionnellement, sont faits en acier et il y a la base aussi qui est faite en béton. La base, c'est pas
le sujet de cette présentation-là ou de mon doctorat. Il y a d'autres étudiants qui travaillent sur cet aspect-là. Moi, je me concentre à essayer de trouver une solution pour remplacer l'acier qu'on utilise pour faire les éléments de protection de ces turbines-là. L'acier et le béton, pourquoi on peut s'intéresser à ça ou identifier ça comme des leviers, c'est qu'en fait, si on considère les processus industriels mondiaux, le béton représente environ 8% des gaz à effet de serre et l'acier aussi. Donc, à eux deux, ils sont 16% de l'impact environnemental associé avec les processus industriels. En agissant sur ces matériaux-là, ça nous permet d'aller un peu plus loin que d'optimiser juste le moteur. Donc là, on avait comme l'équivalent un moteur peut-être de F1 dans une Civic 99 quand on parle de l'emballage. Donc, c'est un peu conflictuel. Maintenant qu'on a parlé du problème, j'aimerais vous présenter le cadre conceptuel ou en fait le quoi de la présentation. Je commence en présentant un schéma de Québec circulaire. En fait, c'est très vaste. Je vais attirer votre attention sur deux points en particulier qui sont plutôt liés à ce projet-là, à mon avis. Donc, c'est pas très gros, mais ici, on parle de consommation et approvisionnement responsable. L'idée, c'est d'utiliser des matières. En fait, utiliser moins de matières. C'est-à-dire, si on fait un biocomposite, c'est-à-dire qu'un composite, c'est une matrice plastique dans laquelle on met quelque chose, mais si on met plus de ce quelque chose-là, on a moins besoin de plastique à la base. Donc, ça va un peu dans le sens de réduire l'usage de plastique vierge, d'aller ajouter un élément dedans. Cet élément-là, en plus, s'il vient d'une fin de vie, donc le but du projet, c'est de revaloriser du bois qui vient de l'industrie forestière. De trouver une deuxième vie plutôt que de l'incinérer, de l'enfouir ou de le laisser dans la nature. C'est une sorte de déchet qui n'est peut-être pas la plus accablante, mais qui a des volumes non négligeables. Donc, l'idée, ça serait de donner une nouvelle vie à cette sciure de bois-là en remplaçant l'acier par le biocomposite qui incorporerait la fibre de bois dans la matrice thermoplastique. Thermoplastique, c'est un mot qui veut dire, en gros, un polymère ou un plastique qui a la propriété d'être recyclable. Donc, l'hypothèse du projet ou l'idée globale, c'est de développer cette matière-là, puis que non seulement on puisse intégrer un déchet dedans, mais que ce ne soit pas non plus la seule. L'idée, c'est qu'un des objectifs fondamentaux du projet, c'est qu'on puisse regranuler cette matière-là en fin de vie pour l'utiliser dans des situations semblables, c'est-à-dire dans un contexte industriel encore. Je parlais de fabrication additive, donc c'est de la fabrication additive grand format. C'est pas vraiment ce qu'on voit de manière très courante dans les universités ou à la maison. Si on connaît quelqu'un qui fait ça, soi-même on en fait. Donc, je commence en vous montrant juste un court vidéo qui montre en fait jusqu'à quelle échelle on peut parler. C'est du grand format, donc on parle de l'échelle de plusieurs mètres. Ici, ils sont en train d'imprimer un bateau. Ça, c'est pas des tests normés qu'ils font, mais quand même, ça montre qu'il y a un potentiel. Donc, dans ce cas-là, c'est du HDPE ou du polyéthylène haute densité. C'est une des matrices polymériques qui est utilisée dans le cadre de mon projet. Donc, on parle du grande échelle. On voit un peu mieux à quoi ça rime. Pourquoi la fabrication additive? En fait, c'est qu'il y a un fort potentiel pour la production décentralisée. Donc, ces énormes boîtes-là, si on les a en forme de boîte, puis qu'on doit les transporter, c'est un gros volume mort. On transporte énormément d'air. Et puis, en fait, c'est des matériaux qui sont typiquement lourds, puis il n'y a pas vraiment de possibilité de les évider pour jouer sur la masse. Donc, en ayant des sites de production qui pourraient être plus proches des lieux d'utilisation, je ne parle pas de produire directement autour de la turbine qui a été déjà installée à son lieu d'utilisation, mais si on a un centre de fabrication, par exemple, en Amérique du Nord, un autre en Europe, etc., vous voyez l'idée, ça permet de fabriquer déjà un petit peu plus proche de où on va l'utiliser et puis de limiter l'impact lié au déplacement. L'autre avantage, c'est qu'il y a une opportunité pour l'optimisation topologique. Ça, c'est le fait de mettre de la masse uniquement, ou de la matière plutôt uniquement où on en a besoin. Donc, un des avantages de la fabrication additive, c'est son agilité ou sa liberté de conception. Puis ça permet effectivement de faire des pièces qui sont plus complexes sans avoir un coût ajouté. Donc, ça permet d'avoir des pièces qui seraient optimisées en termes de masse pour pouvoir répondre aux critères structurels sans en avoir plus que ce qui est nécessaire. Et puis finalement, en séquestrant le bois dans cette application industrielle-là ou cette enceinte industrielle-là qui devrait avoir une durée de vie normalement de l'ordre de quelques décennies, on parle de 20 à 30 ans d'utilisation typiquement pour les turbines à gaz,
ça permet de donner une deuxième vie au bois qui ne tombe pas nécessairement dans le sous-cyclage, on est plutôt dans l'optique où on fait des composantes à forte valeur ajoutée, et puis on donne une opportunité de garder cet impact carbone-là séquestré pendant encore quelques années. Puis l'idée, c'est comme je vous le mentionnais, de pouvoir éventuellement recycler ce matériau-là pour que ça soit pas seulement une deuxième vie, mais peut-être une 3, 4, et qui sait jusqu'à combien on peut rester. Maintenant que c'est placé, je vous explique un peu plus le comment ou les axes de recherche de mon projet. Le premier axe de recherche, c'est autour de l'intelligence matérielle. Donc, si je une représentation schématique d'un réseau de neurones assez simple, on va dire, au milieu, en bleu, c'est l'algorithme. Donc, ça, c'est ce que j'aimerais développer ou proposer, un algorithme qui peut prendre des entrées pour nous aider à prédire des sorties. Des exemples d'entrée pour le projet, ça serait par exemple le type de bois, l'essence en particulier qu'on utilise, le pourcentage de bois qu'on veut mettre dans la matrice plastique, le type de la matrice plastique. Je vous ai parlé de HDPE, mais ça peut être du LDPE par exemple, ou un polypropylène. L'idée, c'est de pouvoir prédire les propriétés mécaniques et les propriétés rhéologiques. Ça, c'est le comportement à l'écoulement. En gros, c'est une manière de dire il faut que le matériau soit assez bon pour l'application qui est visée, des enseignes de turbine, et qu'il soit imprimable finalement. Donc, on est capable de le mettre en forme par la technologie qui est visée. Le deuxième axe, c'est sur l'éco-conception et la logistique. Donc, l'idée, c'est pas de prendre la boîte en métal, faire un copier-coller, changer le matériau, puis le mettre en bois, puis on a gagné. Ce n'est pas ça. Ça serait une erreur un peu débutant de penser juste avoir une approche aussi simpliste. L'idée, c'est de s'inspirer de des techniques comme les murs mutois, on appelle. C'est une forme d'origami pour les panneaux qui sont plus épais. Donc, en papier, il n'y a pas l'enjeu de l'épaisseur, mais généralement, il n'y a pas l'enjeu de contraintes structurales à répondre. Donc, pour des structures qui doivent soutenir des charges, c'est important d'avoir un bon transfert de la charge au niveau des joints. Ça, c'est le genre de technique qui pourrait être mise de l'avant. Donc, l'approche modulaire, ça a un bénéfice d'un point de vue de la fabrication. Ça permet de fabriquer des pièces qui seraient plus plates. Donc, pour le transport, même s'il est réduit en fabricant plus proche, tout ce qui peut être réduit, en fait, en termes de, si on peut penser à remplir des panneaux plats, un peu comme un principe de IKEA, par exemple, puis après avoir quelque chose de plus sophistiqué, un peu l'assemblage fait, ça serait très bénéfique. Et d'un point de vue de réparation, c'est bon aussi si on peut changer uniquement une petite partie qui est endommagée plutôt que de devoir remplacer un gros composant. Le troisième et dernier axe du projet de recherche, porte sur l'optimisation du procédé. Donc, rapidement, on a un gros extrudeur. Si on pense à avoir une caméra thermique qui filme l'enceinte, on récupère des données de ces éléments-là, par exemple la pression de l'extrusion, la température et les conditions thermiques autour du cordon qu'on extrude. On peut les alimenter à un système de contrôle. Lui, il recevrait les données en temps réel. Et puis l'objectif, c'est qu'il puisse modifier les paramètres d'extrusion au besoin. Parce que si on fait une grosse pièce comme ça, on peut pas juste arrêter si ça devient trop chaud. Puis étant donné qu'on a déjà des zones de chauffe qu'on contrôle, mais on a une grosse vis qui pousse un mélange qui est assez visqueux, donc épais, avec des fils naturels dedans. Il y a le phénomène de dissipation visqueuse, donc le frottement dans la vis avec le matériau qui est visqueux crée une augmentation parfois incontrôlée de la température qui pourrait venir dégrader les fibres de bois puis même les brûler, boucher l'extrusion, faire une pièce qui est échouée finalement. Donc, l'idée, c'est qu'on ne peut pas faire non plus une pause étant donné que ça créerait des risques de gauchissement de la pièce ou de délamination entre les couches. Donc, la solution, c'est de pouvoir ajuster les paramètres d'impression, notamment la vitesse de la vis ou les vitesses d'avance, et puis c'est ça que le système de contrôle pourrait faire. On peut aussi penser à l'ajout de des systèmes périphériques sur la machine qui ne sont pas déjà là, mais par exemple, quelque chose qui pourrait venir nous aider à préchauffer la couche en avant de notre buse d'extrusion, puis quelque chose qui pourrait venir presser mécaniquement la pièce ou le cordon juste après l'extrusion pour garantir une pièce qui est 100% intègre et de bonne qualité. Finalement, pour faire le pont avec l'industrie et puis les retombées qui sont attendues, pour pouvoir transitionner d'un projet d'école à quelque chose qui est applicable dans l'industrie, il faut passer l'enjeu de la certification. Donc, en fabrication additive, si on fait une pièce qui est unique, on n'a pas le luxe de faire un lot de 1000 pièces qui se ressemblent, puis d'en sélectionner un échantillon aléatoire, de faire des essais dessus, puis de valider notre lot. Le lot, c'est une pièce. De par la nature du procédé, chaque pièce pourrait être un petit peu différente. Chaque pièce est considérée unique. Si on doit détruire la pièce pour valider qu'elle est bonne, on n'a plus la pièce. Donc, vous voyez qu'il y a un problème.
L'idée de l'Axe 3, en fait, c'est que non seulement on peut utiliser les données pour s'ajuster en temps réel, mais on peut les archiver, ces données-là. Et puis, ce que ça permettrait de faire, en fait, c'est de créer ce qu'on appelle le concept du fil numérique. C'est-à-dire que voxel par voxel, ça, c'est comme des pixels, mais en 3D. On peut avoir la trace de qu'est-ce qui était l'historique thermique de la pièce, qu'est-ce qui était la pression, par exemple, du rouleau de compactage, et puis avoir une certification telle que construite. C'est-à-dire que la pièce, juste par sa naissance, puis avec le certificat de fabrication qui montre qu'elle a été faite dans des conditions optimales, pourrait servir à faciliter la certification et donc l'adoption par l'industrie. C'est vraiment cette idée-là de fil numérique qui pourrait garantir la certification ou permettre la certification. Donc, rapidement, les retombées visées pour ce projet-là, c'est de contribuer à la décarbonation de l'industrie lourde en proposant une alternative, un biocomposite pour les composants en acier qui sont structurels ou semi-structurels, et puis de proposer un cadre qui allie l'apprentissage machine, l'éco-conception et la fabrication additive grand format pour soutenir cette transition-là. Les deux conclusions du projet sont que c'est important d'avoir un fil numérique avec le concept de jumeau numérique, sinon on ne peut pas penser à la certification et que ce projet-là pourrait aider à atteindre les objectifs de développement durable du Canada, mais aussi international. Est-ce que vous pouvez Philippe? Merci. Il a bien utilisé son temps de présentation, mais on peut lui poser des questions pareilles. Une petite question, je vois ça ce que vous mentionnez à la fin. Quand la réglementation, certification et l'innovation, on fait un petit temps à l'échelle, est-ce que dans votre projet, là, vous avez parlé beaucoup de certification, ça pourrait faciliter, ça pourrait faciliter, mais est-ce que dans votre labo, vous impliquez les gens des organisations réglementaires pour éviter justement le serpent qui vous ramène à la carte départ, parce que non, ça ne peut pas être certifié pour telle raison. Oui, à ce stade-ci, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de personnes d'acteurs de la certification qui sont impliquées là-dedans. Par contre, comme je mentionnais, c'est un projet qui est encore vraiment en phase d'amorçage, donc l'échelle où le serpent plutôt ne pourrait pas nous ramener très loin. Ce qui est prévu pour les prochaines étapes, c'est d'avoir des discussions avec le partenaire industriel, qui est quand même, moi, c'est un projet que je commence maintenant, mais c'est un projet qui a été un peu mis de côté, puis qui avait été imaginé il y a plutôt 3-4 années. Donc là, ça repart, mais tranquillement. Puis moi, je n'ai pas encore eu la chance d'échanger avec le partenaire industriel en soi. C'est des informations que j'essaie de confirmer rapidement parce qu'effectivement, ça peut être une perte de temps assez colossale s'il y a de l'information qui est déjà là ou des choses qui rendent invalides certaines des hypothèses. Dans vos représentations, c'est super intéressant. Deux petits commentaires. Peut-être le premier, tu as utilisé le mot déchet pour la biomasse résiduelle. Ça, j'éviterais parce que ce n'est pas un déchet en tant que tel, c'est vraiment biomasse résiduelle ou matière résiduelle. Tu l'as mentionné dans ta dernière slide, c'était correct, mais dans ta présentation, tu parlais de déchets. Ouais. C'est pas un déchet. L'autre chose, c'est que va avoir éventuellement des conflits d'usage parce que en fait, les copeaux de bois qui restent sur les parcours de coupe, entre autres, là, qui sont déjà utilisés entre autres pour faire du panneau particules ou autres usages. Des granules, par exemple, pour alimenter des fours. Il y a aussi, on a un projet en cours en ce moment en fait, au réseau de recherche avec un autre réseau là, sur la biodiversité pour voir quelle est justement la quantité de copeaux de bois qu'il faut laisser sur place pour encourager la biodiversité, régénérer les sols, etc. Donc, on ne peut pas tout enlever. Il va y avoir ça comme conflit d'usage potentiel à ce que tu étudies en ce moment. Je ne sais pas si tu veux rentrer ces paramètres-là dans ta thèse, mais ça va être important de le mentionner aussi parce qu'il y a quand même une limite à ce qu'on peut Ce sont des bons points. Ouais. Mais je pense que dans le contexte du projet, il y a déjà eu un peu de travail d'exploration ou de réflexion qui a été fait autour de quel flux, de où ils proviendraient ces volumes de copeaux-là. Ouais. Ça vient, si j'ai bien compris, là, c'est plutôt dans l'Ouest canadien. Je ne suis pas certain c'est quoi la réalité sur le terrain là-bas, mais ce sont des points qui sont très, très valides. Je peux regarder. Oui, tout à fait. Il y a des experts dans la salle, pas des papiers. Oui, je vais donner ma carte d'affaires. C'est bon, Merci beaucoup. Vraiment fascinant. J'avais une question similaire à Daniel. C'est au début de la présentation,
si j'ai bien compris, donc c'est une substitut pour l'acier. Oui. Et pourquoi il n'y a pas une possibilité de réutiliser l'acier où on a énormément des conséquences, connaissances sur l'utilisation de ce matériau? Est-ce que c'est trop cher énergétique ou... En fait, l'idée, c'est que, bon, ils ont identifié l'opportunité ils voient ça comme de la séquestration du carbone. Donc, ça devient un matériau qui est très dur à battre en termes d'empreinte environnementale si on vient offsetter ou empêcher un certain impact environnemental en frappant le bois dans le polymère. Donc, je pense que c'est juste la comparaison séquestration de carbone versus un matériau, même s'il est recyclé, c'est quand même une énergie qui est à remettre dans la matière pour avoir quelque chose à l'état utile, qu'ensuite on doit le retransformer. Une autre des raisons qui est dans ce contexte-là particulier, c'est plus d'un niveau de conception, de fonctionnalisation de certains éléments. La fabrication additive rend ça possible. Donc, c'est pas purement une vocation environnementale, mais le but, c'est de pouvoir aller vers des formes plus libres. En fait, en impression 3D, une des choses que je ne mentionne pas aujourd'hui, mais c'est que ces turbines-là, ça fait du bruit, c'est très, très, très bruyant. Et puis, dans un contexte qui évolue au niveau du portrait énergétique, on peut s'imaginer qu'il y a des turbines qui peuvent être quand même proches de des sites urbains, en fait. Donc, l'enjeu de l'insonorisation, c'est super important. Puis le fait de pouvoir imprimer des structures dans lesquelles on pourrait concevoir, serait complexe au niveau de la conception, mais pas qui ajouterait rien en termes de coût au niveau de la fabrication, des structures qui viendraient atténuer le son spécifiquement conçues pour la turbine, en fait, avec laquelle elles sont agencées. Ben ça, pensez à ajouter cette complexité-là dans des pièces en acier par de l'usinage, ça fait exploser les coûts, par exemple, puis ça rend ça enlève des opportunités, finalement. Ton biopolymère, est-ce qu'il est justement recyclable? Oui. Ton mélange avec les PA, avec les fibres de bois. Mais ça, c'est en fait, présentement, ce mélange-là, il n'est pas encore formulé dans sa forme finale, mais un des objectifs, un des critères, c'est qu'il soit recyclable. Pas dans l'optique de faire, par exemple, des jouets pour enfants avec des pièces qui auraient été utilisées pour une turbine avant, mais qui pourraient refaire de l'équipement d'emballage pour des équipements industriels ou industriels. Mais c'est un des critères du projet. C'est tout l'idée de partir avec des matrices thermoplastiques pour se donner au moins l'opportunité de faire ça. C'est un point important pour ces relations.